Bonjour, donc merci de cette invitation et de me donner l'opportunité de vous parler de cet examen et de finalement sa rentabilité. Vous savez que c'est un examen qui, je vais essayer de vous le démontrer, est très performant dans la mesure où il va pouvoir apporter énormément de renseignements à la fois dans la confirmation de diagnostics, même d'aller jusqu'à des diagnostics étiologiques précis sur le seul EEG. C'est vrai qu'il est simple. Maintenant, on a des machines portables qu'on peut amener au lit du malade. L'intérêt de l'EEG, on en discutera aussi un peu après, c'est qu'on peut le répéter. C'est peut-être plus facile de faire un EEG tous les jours que de descendre le patient à l'IRM tous les jours. Néanmoins, l'EEG de réanimation nécessite une certaine expertise de la part de ceux qui vont l'interpréter pour pouvoir amener au bon diagnostic et ne pas vous rendre un mauvais diagnostic qui pourrait être finalement pire que tout. Donc je voulais commencer par quelques mots quand même sur quel type d'EEG on peut faire en réanimation. L'idéal serait de bénéficier d'appareils d'enregistrement EEG continu. Ça, malheureusement, c'est accessible que dans quelques centres en France. On imagine donc un appareil d'EEG classique. Idéalement, l'EEG étant interprété en réseau à distance par l'équipe de neurophysiologie, en collaboration avec les réanimateurs. Le réanimateur ayant accès 24 heures sur 24 au tracé de l'EEG, donc il peut se former à l'EEG et puis voir même la nuit où en est en fait l'état de mal possible du patient. Et de bénéficier également d'analyses de tendance, une vision un peu synthétisée de l'activité épileptique. L'intérêt de ce type d'enregistrement, c'est qu'ils peuvent être prolongés 24 heures sur 24. Alors après, effectivement, il y a beaucoup de travail derrière, mais ça, c'est un peu l'idéal. Globalement, on considère qu'aujourd'hui, ça serait tout à fait intéressant de pouvoir en faire bénéficier les patients dans les premiers jours de la prise en charge d'un état de mal épileptique réfractaire, notamment à la phase d'initiation thérapeutique, et également dans le suivi évolutif de l'état de mal, quand on sait que parfois on n'a pas d'éléments cliniques ou autres pour savoir si l'état de mal est cassé et si le patient est sédaté, mais il n'y a plus d'état de mal derrière. Ça, c'est pour vous montrer le type d'analyse qu'on peut obtenir. Donc, toujours vraiment indispensable, on a l'EEG brut avec assez d'électrodes. Donc, on peut voir s'il y a des artefacts ou pas. Et puis, il y a des logiciels qui peuvent vous donner des analyses de tendance, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision synthétique de ce qui s'est passé sur 24 heures. Si on connaissait les crises du patient, on peut voir ces crises sur cette analyse de tendance et puis voir que progressivement, les crises disparaissent ou bien réapparaissent. L'inconvénient, effectivement, c'est le coût, c'est la nécessité d'une implication de l'équipe de neurophysiologie et c'est la limitation au fait que c'est souvent une seule machine dans une réanimation et que pour avoir plusieurs patients équipés dans la même réanimation, ça serait très compliqué. Globalement, en France, on a plutôt accès à des enregistrements au lit du patient ponctuels pendant 20-30 minutes avec un petit nombre d'électrodes. Ce qui est déjà effectivement très intéressant. Les limitations, là aussi, qui ne sont pas normales, c'est que dans la plupart des centres, on peut faire des EEG que aux heures ouvrables, donc pas le week-end, pas le soir. Ce type d'EEG peut être éventuellement répété dans la journée, voire répété tous les jours. Et un point aussi qui est très important, là que je ne vais peut-être pas détailler, mais qui est le fait qu'on peut facilement coupler ces EEG à la vidéo. Donc ça, je pense que tous les EEG faits au lit du patient peuvent bénéficier d'une vidéo. Et ce qui est un gain considérable, même dans le diagnostic, dans la mesure où parfois un patient qui va faire des mouvements anormaux, il y aura des artefacts sur son EEG, et bien la vidéo enregistrée et analysée par le médecin EEGiste qui a l'habitude permettra éventuellement de donner un diagnostic, parce qu'on va pouvoir voir une crise épileptique, un état de mal, sur la seule vidéo, ou éventuellement faire penser à d'autres diagnostics. Donc la vidéo est un élément indispensable, effectivement le lien entre la clinique et l'EEG. L'autre technique possible qu'on peut avoir pour mesurer l'EEG en réanimation, qui est l'EEG continu ou le scope EEG. Donc ça, je pense qu'il est accessible pratiquement dans toutes les réanimations. C'est un petit module que vous avez en plus des modules de CG ou d'autres capteurs. Ses limites, c'est que il y a très peu d'électrodes. La plupart du temps, on ne peut pas enregistrer les signaux, donc c'est juste de la lecture spontanée. Et pour que le réanimateur puisse l'utiliser, il faut qu'il soit formé à l'EEG, qu'il arrive à discerner les artefacts de ce qui n'est pas artefact. Mais en collaboration entre donc, le réanimateur et le neurophysiologiste, chez des patients qui ont eu des EEG standards avec beaucoup d'électrodes, chez qui par exemple on identifie un état de mal bien clair frontal droit, et bien ensuite avec le scope EEG on peut suivre, avec des électrodes placées au bon endroit, ce fameux état de mal dans la nuit, et on peut comme ça voir effectivement l'effet thérapeutique au cours de la nuit.
mais ça implique effectivement un petit peu d'expérience. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que l'EEG en réanimation va vous aider à faire le bon diagnostic syndromique, ce qui n'est pas toujours facile, que parfois sur le seul EEG, on va pouvoir donner un diagnostic étiologique très précis. Bien évidemment, ça va aussi nous aider à apporter un pronostic à la fois vital et de récupération neurologique, et puis que ça va être aussi une aide à la prise en charge thérapeutique, à l'adaptation thérapeutique et au suivi du patient. Donc pour le diagnostic syndromique, c'est vrai que vous avez un patient de 35 ans qui est dans le coma, il est dans votre réanimation, une biologie qui est normale, une PL qui est normale, une IRM qui est normale. Finalement, comment faire pour avancer? Quel type de prise en charge? Quel pronostic? Finalement, tant qu'on n'a pas l'EEG, on ne peut pas répondre à cette question. Et l'EEG va pouvoir nous montrer des choses aussi variées qu'un état de mal épileptique non convulsif, qu'une encéphalopathie métabolique, médicamenteuse ou autre, on verra tout à l'heure, peut nous montrer aussi une encéphalopathie post-anoxique, même s'il n'y avait pas notion d'arrêt cardiaque, mais on peut en fait a posteriori reprendre que le patient a fait soit une pneumopathie hypoxémiante gravissime, soit qu'on reprend l'interrogatoire de la famille et qu'il a quand même fait un arrêt cardiaque. Et on peut aussi voir des signes d'encéphalite. Donc sans l'EEG, on n'a pas accès en fait à ces pistes diagnostiques. Donc je vous propose en fait de vous promener autour de cas concrets. Donc là, c'était une patiente qui avait un trouble de vigilance secondairement associé, qui fluctuait, qui était associé à des troubles du langage dans le cadre d'une encéphalopathie aiguë disséminée post-vaccination à la fièvre jaune et qui donc était mutique. Et chez qui en fait l'EEG a montré en fait des décharges qu'on peut très bien voir ici, avec tout ce qu'il faut pour dire que c'est bien une décharge épileptique qui s'organise dans le temps et dans l'espace, qui touche toute la région temporale gauche au début, puis qui embrasse tout l'hémisphère gauche, et donc qui faisait ça en permanence. Donc elle a bénéficié d'une injection de Rivotril qui a nettoyé les anomalies et qui lui a permis de reprendre en fait une communication possible. Donc là, on était typiquement dans le cas d'un diagnostic, c'est une patiente qui n'avait pas de symptômes moteurs, qui n'avait pas de convulsions, d'un état de mal partiel, non convulsif, de localisation temporale à expression aphasique. Autre situation, un patient qui était en réa neurochirurgicale après la rupture d'un anévrisme, qui ne se réveillait pas bien, qui avait eu un premier EEG, et sur cet EEG, on avait à tort identifié, il avait été vu des pointes épileptiques. Il était à l'époque sous Neurontin à titre préventif, parce que ça se donnait pour éviter les crises d'épilepsie chez les patients opérés, et au vu de cette possible pointe, il y a eu un doublement de la dose de Neurontin, qui a fait qu'aggraver les choses, parce que le patient était complètement obnubilé, et qui a majoré les anomalies. Et en l'occurrence, ces anomalies sont ici, donc ne sont pas des pointes épileptiques, mais ce qu'on appelle des figures triphasiques. Donc il y a aussi un pattern qui est très pathognomonique, c'est une expression qui est diffuse, à prédominance dans les régions frontales. C'est modulé par les petites fluctuations de vigilance. Si on stimule le patient, ça les fait disparaître. Et donc ça, c'est tout à fait évocateur de ce qu'on appelle une encéphalopathie. Encéphalopathie qui était en l'occurrence médicamenteuse, mais qui peut être également métabolique. Donc c'est des patterns qui ne sont pas faciles. Il y a pas mal d'erreurs, malheureusement, qui sont faites par les médecins qui vont interpréter les EEG. Et on a des patients cirrhotiques qui vont arriver en réanimation avec un trouble de vigilance. Il y a un laboratoire privé externe qui va faire une interprétation et qui va dire anomalie épileptique, qui va pire dire état de mal épileptique. Et le patient va se retrouver avec des médicaments tout à fait inutiles. Ça va aggraver sa situation, voire ça peut conduire au décès. Alors qu'il fallait interpréter ça comme étant des figures triphasiques, non épileptiques, liées à l'encéphalopathie. Donc là encore, je vous invite à vous former à l'EEG. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut éventuellement faire des stages en EEG. Il faut discuter avec les médecins qui font de l'EEG dans votre hôpital pour pouvoir dire que là, sur les extraits EEG que vous voyez, qu'on est censé vous donner, que vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation, que ça vous semble bizarre, ça ne ressemble pas à une crise, ça ne ressemble pas à un état de mal, mais que ça vous rappelle des figures que vous aviez vues d'autres fois. Là, c'est un patient qui est en chirurgie cardiaque, retard de réveil après une sédation. Il a fait effectivement plusieurs arrêts cardiaques et on voit ces figures très impressionnantes. Le patient pourtant est dans le coma, il ne bouge pas. Et donc on voit quoi? On voit plein de petites pointes, des polypointes. Là aussi, le risque serait de prononcer le mot, comme il y a plein de petites pointes, de dire que c'est un état de mal épileptique. Eh bien non. Quand on regarde de près, il n'y a pas une organisation rythmique, ce n'est pas des activités qui sont continues, mais c'est des activités qui sont interrompues, donc c'est décousu, et donc ça ne correspond pas à un critère de crise d'épilepsie. Et donc là, on est plutôt dans le cas de figure d'une encéphalopathie
post-anoxique, sévère, avec des anomalies épileptiques intercritiques, mais qui ne nécessitent pas la prise en charge classique d'un état de mal. Alors, sachez que, comme toujours, on peut avoir une encéphalopathie post-anoxique grave et faire en plus des crises. Donc là, c'est le cas de ce patient qui, en plus, vous voyez, de ces anomalies intercritiques continues, qu'il a 24 heures sur 24, eh bien, certains patients vont réellement faire des crises généralisées, mais ça va être vu par les infirmières, ça va être vu par vous. Et sur le G, on peut aussi enregistrer, donc comme c'est le cas, tout à coup, une organisation qui évoque une crise. Donc là, on sera effectivement tenu d'introduire un médicament antiépileptique pour contrôler cette situation. Mais il faut des éléments cliniques en faveur et il faut des anomalies EEG en faveur de la crise. Alors ensuite, mais ça aussi Tarek l'a évoqué tout à l'heure, on peut tout à fait être confronté au patient qui a fait un état de mal épileptique, qui arrive par le SAMU dans votre réanimation, et puis qui, malgré le traitement très lourd qui a été introduit, vous observez, vous levez un peu la sédation et puis il se remet à convulser. Eh bien, ce patient, vous lui faites un EEG, et qu'est-ce que vous voyez sous l'EEG ? En fait, qu'en dessous, quand il ne convulse pas, que son activité est strictement normale, il y a une activité de fond, alpha, postérieure, réactive. Et puis, pendant en fait, les mouvements, là aussi, il ne faut pas se faire avoir, il y a que des artefacts de mouvement, c'est ce qu'on appelle le mécanogramme. Si le patient se met à trémuler, eh bien, il y aura des artefacts rythmiques. C'est un mécanogramme. Et donc, en l'occurrence, ce patient en fait, n'avait jamais fait d'état de mal épileptique. C'était uniquement des pseudo-crises. Donc, c'est un trouble psychiatrique très grave qui l'a conduit à être intubé et qui continue à faire en réanimation. Donc, là encore, le EEG va pouvoir parfois rectifier un diagnostic quand, sur la clinique, vous n'aviez pas évoqué cette possibilité. Alors, parfois, l'EEG va encore aller plus loin, puisqu'il va nous permettre de dire ça, c'est sûr que c'est telle étiologie. Alors, parfois, on peut aussi se faire avoir. Donc là, c'était un patient qui a une soixantaine d'années, qui arrive aux urgences dans un tableau de confusion depuis 3 semaines. L'interne des urgences zélé se dit, attention, confusion un peu inexpliquée, se méfier d'un état de mal. Il demande un EEG qui est fait en urgence, et l'EEG est le suivant. L'analyse de l'EEG, malheureusement, a été incorrecte, et donc le médecin à l'époque a interprété l'EEG comme étant lié à un état de mal épileptique. Le souci, c'est que pour vérifier si c'était bien un état de mal ou pas, ils ont fait un test d'injection au Rivotril, et qui est le suivant, ça a fait disparaître en fait les anomalies EEG. Donc à l'époque, ils se sont dit c'est parfait, les anomalies disparaissent, donc c'était bien épileptique. Le souci, c'est que la patiente était toujours aussi confuse, ça n'avait absolument rien changé. Donc on avait nettoyé l'EEG, mais pas nettoyé le trouble neurologique de la patiente. Et ce qu'il fallait voir, en fait, c'était que ces anomalies, donc là, effectivement, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours très facile, ne correspondaient pas à des pointes épileptiques, ne correspondaient pas à des crises, mais avaient un côté répétitif, un petit peu comme l'ECG. Donc, c'est vrai que de loin, on a un peu l'impression qu'on voit de l'ECG un peu partout. Et quand le EEG ressemble trop à l'ECG, c'est plutôt mauvais. Et en l'occurrence, c'était un Creutzfeldt-Jakob. Et donc, on a repris dans le service 10 patients admis en réanimation pour des diagnostics d'état de mal super réfractaires qui étaient en fait des Creutzfeldt-Jakob. Là, quelque chose qui est très important, qui est assez simple et que vous pouvez suivre pendant que l'EEG est réalisé dans votre service, c'est que quand vous voyez donc, des choses qui certes sont très impressionnantes, comme ça, des figures triphasiques qui se répètent de façon régulière toutes les secondes, et que vous stimulez, parce que ça aussi c'est indispensable, quand on fait un EEG en réanimation, que le patient est dans le coma, il doit être stimulé, stimulation sonore, stimulation tactile. Eh bien, quand vous avez une stimulation et que ces anomalies disparaissent, ça ne peut pas être de l'épilepsie. Donc là, c'est vraiment un signe très important, facile, qui vous permet de dire, non, là, cette soi-disant état de mal qui disparaît quand on le stimule, ce n'est pas possible. L'autre chose, c'est qu'effectivement, et ça on le verra, que toute encéphalopathie, avec plein de figures très impressionnantes, vont disparaître sous Rivotril. Donc ça ne veut pas dire que c'est épileptique, mais la patiente ne s'améliore pas. Mais on peut nettoyer les anomalies EEG sous benzodiazépine. Et ce qui est un peu catastrophique, c'est que effectivement tous ces patients avaient fait des séjours de plusieurs semaines en réanimation. Et effectivement, au bout d'un certain temps, mis sous bonne dose de thiopental, les anomalies disparaissent. Et puis, dès qu'on commence un peu à alléger le traitement, les anomalies réapparaissent. Et puis, si le médecin dit, oui, tiens, les pointes réapparaissent, l'état de mal réapparaît, le patient va être remis sous Pinto pendant X temps. Donc là encore, il faut bien analyser la clinique, bien reprendre l'histoire de ce patient qui en fait avait une détérioration intellectuelle, qui avait des petites myoclonies, bien réanalyser les EEG, se méfier du diagnostic d'état de mal réfractaire. En fait, ce n'était pas un état de mal, c'était une encéphalopathie spongiforme. Alors, autre situation qui peut nous amener vraiment d'emblée le diagnostic, un patient
confusion, fébrile, trouble de vigilance. On demande un EEG pour chercher un état de mal. Bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'état de mal. Par contre, on est surpris par des figures énormes ici, des grands potentiels lents qui se répètent toutes les 2 secondes dans la région temporale. Donc là, il y a un seul diagnostic possible, c'est l'herpès. Donc là, vous traitez. Dernièrement, on vient d'avoir un patient en oncologie, un glioblastome, en échappement thérapeutique. Trouble de vigilance inexpliqué, donc tout le monde part sur le gliome, sur l'état de mal. Et en fait, apparaissent des figures de ce type sur l'EEG. Et en fait, c'est l'EEG qui a permis de dire que c'était de l'herpès. Et donc, on peut avoir de l'herpès associé à d'autres pathologies. Voilà, donc là, c'est assez pathognomonique. Autre situation aujourd'hui pour nous pathognomonique, sur la seule base de cette EEG, une patiente, alors si je vous donne la clinique, ça sera encore plus facile, une patiente de 22 ans, histoire psychiatrique bizarre, elle arrive en réanimation dans l'état d'agitation, elle est catatonique, on ne sait pas trop ce qui se passe, et elle a sur cette EEG des ondes lentes, delta, monomorphes, régulières, ça ne bouge pas, pendant les 20 minutes, c'est que ça, très impressionnant. Alors au début, on se dit, tiens, c'est à cause de l'hypnovelle qu'on a induit, mais l'hypnovelle, ça ne donne pas ça. Et donc là encore, devant ce tableau, et clinique et EEG, il n'y a pas d'autre solution que de dire que c'est une encéphalite à anticorps antirécepteurs NMDA. L'EEG va aussi être très précieux pour contribuer au pronostic fonctionnel du patient, et surtout dans le cas des comas post-anoxiques. Donc il y a plusieurs classifications qui ont essayé de donner des arguments pour montrer la gravité en fait, possible de l'EEG. Donc des classifications anciennes. Alors effectivement, plus les rythmes sont lents, plus le pronostic est moins bon. Donc c'est un patient qui a un rythme de fond dans la bande alpha, c'est plutôt de bons pronostics. Et puis plus le rythme se ralentit, des ondes θ, puis des ondes delta, c'est mauvais. Il y a ce qu'on appelle aussi un coma alpha, quand on a une oscillation alpha continue en permanence, mais qui n'est pas du tout liée à l'ouverture-fermeture des yeux. C'est également très mauvais. Ça traduit une souffrance sous-corticale. Et puis, effectivement, le stade ultime, c'est absence d'activité cérébrale. Tracé nul, tracé isoélectrique. D'autres classifications ont été tentées. Donc, on peut aussi rajouter donc, à ces activités de fond plus ou moins lentes rechercher des activités de fuseau. On peut, et puis finalement, chercher d'autres figures pathologiques, comme la présence de suppression burst, que je vous montrerai tout à l'heure, mais des suppression burst non liées à du pain total. Globalement, c'est des classifications qui sont aujourd'hui moyennement utilisées, parce qu'un petit peu complexes, et il existe d'autres facteurs pronostiques peut-être un peu plus simples d'utilisation. Donc Andrea Rossetti a notamment bien démontré que la seule réactivité de l'activité de fond avait un facteur pronostique vraiment majeur. D'autre part, il y a eu des publications aussi qui ont montré que des suppression bursts très réguliers avaient aussi une valeur pronostique très importante. Et puis, dans notre équipe, on est en train de finaliser un papier qui s'intéresse à toutes les figures paroxystiques, c'est-à-dire que ces pointes, ces polypointes, ces complexes périodiques qu'on peut voir dans le G de coma post-anoxique. Et on a observé que, finalement, la régularité de ces potentiels, donc régularité soit d'amplitude, soit régularité de période, régularité de durée. Donc on peut établir un score de régularité, et que les patients qui avaient des figures paroxystiques de ce type très régulières, comme ça vous est montré ici, avaient un pronostic catastrophique. Et à l'inverse, le fait d'avoir un score de régularité de ces activités plus faible était de meilleurs pronostics. Donc on peut voir effectivement qu'avec un score de régularité très important, eh bien, tous les patients décèdent avant 15 jours, alors que quand le score est inférieur à 3, il y a un pronostic qui est un petit peu mieux. Finalement, donc le EEG va aussi être très utile dans son côté dynamique, de la possibilité de suivre le patient, parce que parfois on a un EEG très perturbé, on ne sait pas trop, et puis le lendemain on en refait un, puis on voit que éventuellement il se modifie, donc ça aussi c'est très utile pour suivre le patient. Ça peut être en effet aussi, comme je disais tout à l'heure, très utile dans la titration d'un barbiturique, le patient qui est en état de mal réfractaire. Vous voulez arriver à arrêter les crises. Alors là, il y a encore une discussion pour savoir, faut-il stopper uniquement les crises, faut-il induire des suppressions d'activité, c'est-à-dire des burst suppression. Certains pensent que c'est même mieux d'aller jusqu'à un tracé totalement isoélectrique pendant 24 heures. Si on n'a pas l'EEG pour monitorer en fait, le pinto, on aura du mal à savoir vers où on est en termes de dépression.
Donc ça, c'est un exemple de suppression burst. Donc c'est uniquement des successions de périodes où il n'y a pas du tout d'activité EEG plat, pendant 2, 3, 4, 10 secondes. Et puis burst, c'est la reprise de l'activité cérébrale. C'est un peu comme le gasp, c'est le cerveau qui reprend de façon un peu irrégulière, anarchique. Et puis de nouveau, quelques secondes après, de nouveau aplatissement. Donc ça, c'est un suppression burst, donc qui est thérapeutique. Mais qui, parce que c'était sous forte dose de thiopental, mais qu'on peut aussi avoir spontané dans un coma post-anoxique. Et ça sera effectivement de très mauvais pronostics. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'examen clinique est très utile, mais parfois difficile chez le patient qui est sédaté, voire curarisé, et que l'EEG peut être un outil très intéressant pour suivre l'évolution en fait, du patient, à la recherche, d'une réapparition d'une activité de fond qu'on ne voyait plus, qui était noyée dans les ondes lentes. 2, de voir apparaître une éventuelle sensibilité aux stimulations. Donc les ondes n'étaient pas réactives au début, puis on voit qu'avec la baisse de la sédation, que progressivement, quand on stimule le patient, on voit apparaître une réactivité qui peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ondes lentes qui sont bloquées par la stimulation, ou l'inverse, peu d'activité et apparition d'ondes lentes. Et puis on va également suivre la disparition des éventuelles activités pathologiques. Donc, en conclusion, je pense qu'en effet, l'EEG est absolument indispensable à la prise en charge d'un patient admis en réanimation. Donc, pas uniquement dans le cas de la pathologie épileptique et de l'état de mal, mais aussi pour le diagnostic de toutes ces encéphalites auto-immunes, infectieuses et toutes les encéphalopathies qui ont une origine extracérébrale. Je pense aussi que l'EEG doit pouvoir prochainement, j'espère, être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et interprété par des médecins compétents.